largement fait et largement présenté aux organisateurs du colloque de cette belle journée qui vient à point nommé, puisque les projets de révision sont désormais bien entamés, que plusieurs sociétés savantes travaillent sur le sujet et qu'il est évidemment essentiel d'apporter toutes les voix possibles, les voix parfois divergentes, on l'a déjà entendu, mais qui peuvent contribuer au débat. Alors les organisateurs ont pensé qu'il était bien d'entendre des voix, non pas divergentes, mais diverses, des voix de l'université, mais aussi de la pratique. Et c'est le cas de cette première table ronde, puisque j'ai autour de moi les représentants de différentes professions. Puisque parleront successivement Delphine Eskenazi, qui est avocate au barreau de Paris et de New York, Hugues Fulchiron, qui est professeur à l'université de Lyon 3, Nicolas Castel, du bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide judiciaire au ministère de la Justice. Donc ici, vous voyez différents points de vue, différentes, non pas forcément points de vue, mais en tout cas angles de vue plutôt, points d'observation du droit, qui je crois permettront de donner à cette table ronde, en tout cas métaphoriquement ronde, une présentation des différents projets et surtout de l'articulation entre des différents textes. On a souligné à l'envi, et ça a été redit, combien il était difficile de naviguer entre tous ces différents textes. Alors dans cette complexité, nous avons choisi d'essayer de faire les choses relativement simples en distinguant de façon très classique, mais je crois aussi assez didactique, la compétence, la loi applicable et la circulation des jugements, pour essayer de se retrouver un peu dans ce maquis de texte qui est d'une grande complexité. On l'a souligné beaucoup et on le soulignera sans doute aujourd'hui, mais peut-être faut-il aussi souligner que le droit antérieur était déjà lui-même fort complexe et que l'articulation, les questions d'articulation des divorces, des régimes matrimoniaux et de la responsabilité parentale, ces difficultés d'articulation ne sont pas nées avec l'Union européenne. Alors sans plus attendre, je vous propose de passer la parole à Delphine Eskenazi et nous entendrons leurs présentations successives avant de mener un débat avec la salle. Je vous donne la parole tout de suite. Merci beaucoup. Si vous voulez prendre. Non, ça va. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Donc, merci pour cette introduction. L'idée de mon propos ici est d'abord de faire un état des lieux, puisqu'en fait, autour de cette table ronde, on s'est dit qu'on allait déjà vous donner une vision de la situation actuelle, et même si beaucoup d'entre vous connaissent déjà très bien ces règles, pour ensuite pouvoir instaurer avec vous un débat sur ce qui manque peut-être dans la réforme et les choses sur lesquelles il faudrait encore travailler. Mais avant d'avoir ce débat avec vous, on voulait quand même refaire un petit état des lieux. Donc je m'excuse pour certains qui connaissent déjà peut-être tout ceci par cœur. Cela nous semblait nécessaire. Donc en ce qui me concerne, je vais parler effectivement du problème actuel de morcellement des compétences ou de dispersion des compétences en matière familiale. Alors on sait que dans la sphère politique, on dit souvent plus le pouvoir est dispersé, moins on peut en abuser. Et lorsqu'on voit la dispersion actuelle des règles de compétences et notamment le morcellement qui risque d'être introduit de façon encore plus accrue avec le règlement sur les régimes matrimoniaux, on se demande ici si l'intention du législateur européen n'est peut-être pas justement d'éviter que les juridictions, par une trop grande concentration des compétences, n'abusent finalement de leur pouvoir, tant il est certain qu'aujourd'hui, la dispersion et le morcellement sont réels et qu'on n'arrive pas du tout nécessairement, dans le cadre d'une procédure de divorce, à une concentration des compétences devant la même juridiction. Et ce, alors qu'évidemment, pour les personnes qui se trouvent dans cette situation, il est toujours très regrettable de devoir leur dire qu'ils vont probablement devoir gérer une procédure dans 2 pays différents, ce qui, évidemment, augmente les coûts et ajoute de la complexité. Et pourtant, c'est la réalité devant laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, compte tenu des différents textes. Donc, petit rappel très rapide. Lorsqu'on a une procédure de divorce, c'est que nous raisonnons par catégorie, par qualification juridique, et qu'en fonction de la question, nous n'appliquons pas nécessairement la même règle de conflit de compétences. Par ailleurs, je précise, je regarderai uniquement les règles de compétences, puisque monsieur le professeur Fulchiron parlera ensuite des règles de loi applicables.
Donc, premier point, le divorce. Comme vous savez, les possibilités de divorcer en termes de compétences sont définies par le règlement Bruxelles de bis. L'article 3, grosso modo, il faut avoir soit la nationalité commune, soit une résidence habituelle dans l'un des États membres. Et par ailleurs, vous avez une compétence résiduelle fondée sur les articles 6 et 7 qui permettent à un ressortissant d'un État membre ou à une personne résidant habituellement dans un État membre d'invoquer les règles de droit commun. Et en France, on parle surtout des articles 14 et 15 du Code civil. Petit point d'ailleurs, il faut savoir qu'un ressortissant d'un État membre ne peut pas être attrait devant une autre juridiction que sa propre juridiction. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y aurait pas une compétence possible en tant que défendeur. Petit exemple, et là je reviens sur un des exemples qui a été donné par une des étudiantes de master. Lorsque vous avez un couple italien-français qui vit aux Émirats Arabes Unis, en réalité le ressortissant français peut lui être attrait devant les juridictions françaises sur le fondement de l'article 14 du Code civil. Alors effectivement, cette compétence sera très limitée puisque le juge français ne sera compétent que pour le divorce et il ne sera pas compétent pour les obligations alimentaires. Donc l'intérêt pratique d'une telle procédure de divorce est évidemment limité, mais il ne faut pas oublier qu'un ressortissant d'un État membre peut être attrait devant son propre tribunal sur le fondement des privilèges de compétence. Donc ça, c'est divorce. Jusque-là, c'est simple, on se limite au divorce. Seconde question, les enfants. Et là, c'est là où, en pratique, nous, en tant que praticiens, c'est, je dirais, la cause principale de morcellement des compétences, la règle sur la responsabilité parentale. Comme vous le savez, les juridictions compétentes sont celles du lieu de la résidence habituelle de l'enfant. Or, avec Bruxelles de bis, nous avons beaucoup de juridictions qui sont saisies sur le fondement de la nationalité commune des époux. Le cas le plus classique, deux Français habitent à Londres, en Belgique, en Italie et ont des enfants dans ce pays-là. À moins que l'un des époux n'accepte la compétence du juge du divorce et que le juge du divorce considère que cette prorogation de compétence est dans l'intérêt des enfants, car il ne faut pas oublier que le juge a en principe une obligation de vérifier que cette prorogation est dans l'intérêt des enfants. Donc, hors ce cas-là, le juge du divorce ne sera pas compétent pour statuer sur la responsabilité parentale. Ce qui signifie en pratique que nous avons très souvent des dossiers dans lesquels le divorce sera jugé dans un pays et les questions relatives aux enfants dans un autre pays, avec deux jeux d'avocats, deux coûts de procédure, etc., etc. Et là, encore une fois, nous étions uniquement sur divorce et responsabilité parentale. Continuons. Régime matrimonial. Alors là, régime matrimoniaux, le règlement va, je pense, apporter encore une dose accrue de complexité. Jusqu'à présent, nous n'avions pas de texte et nous appliquions les règles de droit interne étendues à l'ordre international et notamment l'article 1070 du Code civil qui permettait, lorsque l'un des époux a sa résidence en France, de fonder la compétence du juge du divorce sur cet article, ou même lorsque la compétence du juge français était fondée sur la nationalité commune des époux, en général, cette compétence pour liquider le régime matrimonial était fondée sur les articles 14 et 15 du Code civil, et puis on se fonde aussi sur tout simplement les articles de droit interne qui permettent au juge du divorce de statuer, de liquider le régime matrimonial des époux. Donc, jusque-là, nous avions en tout cas une concentration entre le juge du divorce, une concentration entre les mains du juge du divorce et, donc, oui, c'est le juge du divorce qui allait statuer sur le régime matrimonial. Avec le nouveau règlement sur les régimes matrimoniaux, nous avons une dose de complexité ajoutée, comme je l'ai indiqué, car il n'y aura pas systématiquement une concentration entre les mains du juge du divorce. Lorsqu'on lit rapidement le règlement sur les régimes matrimoniaux, pourtant on se dit, c'est le sentiment que nous avons en lisant ce règlement. Puisque le règlement, à l'article 5, dit que le juge compétent pour statuer sur le divorce est en principe compétent pour statuer sur les régimes matrimoniaux. Oui, mais l'article 5.2 vient apporter une limitation qui n'existait pas dans les autres règlements. Puisque l'article 5.2 du règlement précise que si la compétence du juge du divorce est fondée soit sur la résidence habituelle de l'un des époux
depuis 6 mois dans l'État membre, lorsque le ressortissant de l'État membre a la nationalité de cet État membre, soit lorsque la résidence est fondée sur, la compétence est fondée sur une résidence depuis 1 an, lorsque le ressortissant n'est pas de la nationalité de cet État membre. Dans ce cas-là, le juge du divorce n'est pas compétent pour statuer sur les régimes matrimoniaux. Et dans ce cas-là, ce sera par exemple, il faut regarder ensuite la suite du règlement, le juge de la dernière résidence habituelle commune des époux, pour peu que l'un des époux y habite encore. Donc, exemple, 2 époux français vivent en Belgique, ils se séparent, l'un des époux décide de revenir vivre en France et saisit le juge français au bout de 6 mois. Le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, sur le fondement du règlement Bruxelles de bis, mais c'est le juge belge qui sera compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux, et alors que, et je vais y venir, c'est le juge français qui sera compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux. Donc, d'un côté, vous allez avoir le juge français qui sera compétent pour statuer sur le divorce et les obligations alimentaires entre époux, et de l'autre côté, le juge belge qui sera compétent pour statuer sur les régimes matrimoniaux. Or, on sait que les questions de régimes matrimoniaux et d'obligations alimentaires sont bien évidemment intrinsèquement liées, et on voit difficilement comment en pratique ces 2 procédures vont pouvoir se parler, avec des durées de procédure qui seront ensuite et sûrement très différentes d'un pays à l'autre. Donc, morcellement accru par ce nouveau règlement sur les régimes matrimoniaux. Et enfin, dernière question, les obligations alimentaires. Et là, on applique donc le règlement sur les obligations alimentaires qui, en matière de divorce, prévoit, comme vous le savez, la compétence soit du lieu de résidence du créancier, soit du défendeur, soit lorsque c'est une question accessoire à l'état des personnes, donc en matière de divorce ou en matière de responsabilité parentale, la compétence de ce juge. Et donc en matière d'obligations alimentaires, le juge compétent sera le juge du divorce, sauf si, en général, vous avez un cas de compétence pour le juge du divorce qui est fondé sur la nationalité d'un seul des époux. Et pour les enfants, ce sera en général le juge de la responsabilité parentale qui sera compétent pour juger des pensions alimentaires entre enfants. Donc, encore une fois, si on met bout à bout tous ces éléments dans un seul cas, on reprend le couple franco-belge qui se sépare et où la personne qui est française n'est pas celui avec qui vivent les enfants. Le juge français sera compétent pour le divorce, compétent pour les obligations alimentaires entre époux. Le juge belge sera compétent pour le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires entre enfants. Donc on voit qu'on atteint une dispersion très forte des règles de compétence et on ne peut évidemment que regretter que ce point ne soit pas du tout pour le moment envisagé dans la refonte du règlement Bruxelles de bis. Bien, alors je dois parler de la question de l'éparpillement des lois applicables, ce qui peut paraître paradoxal dans un colloque consacré à la révision d'un instrument consacré au conflit de juridiction. Mais le paradoxe, bien sûr, n'est qu'apparent, compte tenu des liens qu'entretiennent le fort et le jus dans ces domaines, de façon générale d'ailleurs. Donc toute la question que ça va nous poser est de savoir si la révision du règlement Bruxelles 2 bis pourrait, d'une manière ou d'une autre, permettre de réduire le morcellement que chacun connaît. Effectivement, les problèmes qui sont liés au divorce et plus généralement à la séparation des couples sont parmi ceux dans lesquels les risques d'émiettement de loi applicables à une même situation sont les plus importants, puisque, comme vous le savez, à chaque question, dissolution du lien, conséquences personnelles pour les époux, obligations alimentaires, effets patrimoniaux, et notamment régimes matrimoniaux, responsabilité parentale, correspondent des règles de conflit particulières, d'origine et de nature diverses, règles nationales, règles européennes, règles internationales, avec désignation de telle ou telle loi, et bien sûr, avec les questions qui se posent de délimitation du domaine d'application de chacun de ces instruments, alors même que ces questions forment un tout, avec un règlement cohérent, bien sûr, semblerait s'imposer.
Alors, évidemment, les rattachements qui désignent telle ou telle loi sont souvent les mêmes. Donc, ils tournent autour de la résidence habituelle de l'Europe nationale ou du juge saisi. Mais résidence habituelle et loi nationale ne sont pas toujours celles de la même personne. C'est l'un ou l'autre époux ou celle de l'enfant. Et quant au juge saisi, on a vu qu'ils pouvaient être extrêmement divers. De même, si le législateur européen s'est efforcé de coordonner les instruments européens entre eux et avec certains instruments internationaux, je pense bien sûr aux conventions de la Haye, mais cette coordination reste imparfaite. Et puis là-dessus, il faut tenir compte aussi de la diversité des approches nationales. Donc il y a bien pour le moins un risque de morcellement de lois applicables, ce qui présente deux inconvénients majeurs, à la fois la discontinuité de traitement de même situation et, d'autre part, la difficulté d'articulation entre les différents éléments de solution, d'autre part. Tant il est vrai que pour prendre une image, il est assez compliqué de réussir un puzzle avec des pièces qui viennent de boîtes différentes. Alors, la révision du règlement Bruxelles 2 bis permet-elle de limiter ces risques? Un rapide examen conduit à une réponse plutôt négative, alors même que des remèdes, on en a déjà parlé tout à l'heure, des remèdes au moins partiels, auraient pu ou pourraient être envisagés. Alors, quelques mots très rapidement sur cet examen et sur ces remèdes. Pour ce qui est de l'examen, en fait, la dispersion des lois applicables est liée au plein et au vide du droit international privé européen en général et du règlement Bruxelles 2 bis en particulier. Or, ces pleins et ces vides demeurent avec la proposition telle qu'elle existe aujourd'hui. Alors, pour les pleins, la dispersion est liée tout d'abord à la multiplicité des instruments européens en matière familiale. Or, en l'état, c'est le statu quo. Contrairement à ce qui avait été proposé dans le cadre des temps préparatoires, il n'y a pas de refonte des instruments existants. Donc, il n'y a pas de refonte thématique, fût-ce à part constant, avec par exemple un instrument sur le divorce et la séparation du corps et un instrument sur la responsabilité parentale. Pas de refonte pédagogique non plus, pédagogique entre guillemets, avec par exemple un instrument de responsabilité parentale qui reprendrait les règles de compétences judiciaires et qui inclurait ensuite, qui transposerait les règles prévues par la Convention de l'Aide 87. Et puis la dispersion est liée également à la multiplicité des lois applicables selon les différents instruments, multiplicité directe à travers les diverses lois compétentes à titre de principe, d'exception ou de tempérament, et multiplicité indirecte à travers la diversité des chefs de compétences judiciaires, quand bien même les règles de conflit de loi seraient communes. Je pense par exemple au jeu de la lex fori, à titre principal ou subsidiaire, et surtout aux compétences fondées sur la nationalité des parties ou de l'unité. Donc là non plus, rien n'a été fait. Par exemple, on en a déjà parlé, on en reparlera, je pense, tout au long de la journée. La multiplicité des chefs de compétences judiciaires en matière de divorce n'a pas été remise en question, alors même qu'elle a été critiquée, critiques qui sont écartées de façon un peu cavalière dans la proposition actuelle. Et de façon générale, car les questions sont liées, les chefs de compétences fondés sur la nationalité n'ont pas été remis en cause, puisque les propositions faites en ce sens se sont heurtées à l'hostilité des États qui hésitent à abandonner les privilèges de juridiction dont bénéficient au moins leurs ressortissants. Donc pour éviter tous ces conflits, eh bien, les rédacteurs de propositions ont préféré s'abstenir en matière matrimoniale ou se concentrer en matière parentale sur des questions qui sont plus consensuelles, telles que les enlèvements, le placement de l'enfant, la suppression des écritures. Donc ça c'est pour les pleins, ou le trop-plein parfois même. Pour les vides, la dispersion est liée à deux problèmes qui ne sont pas traités non plus par le projet de révision. Alors d'une part, la dispersion des règles des lois applicables est liée, est la conséquence indirecte des mécanismes de coopération renforcée adoptés avec le règlement régime matrimoniaux ou avec le règlement Rome 3. C'est la conséquence également indirecte de l'articulation prévue, faute de mieux, par le règlement aliment avec le protocole de la Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires. Car dans les trois cas, il y a seulement articulation, unification partielle des règles permettant de désigner le loi applicable. Or, les règles nationales qui subsistent ne sont pas coordonnées avec l'instrument commun que constitue Bruxelles 2 bis. Mais c'est là un chantier qu'il était politiquement impossible de faire avancer dans le cadre de la révision du règlement. Et puis cette dispersion est accentuée en amont par le refus de traiter ce que, pour simplifier, j'appellerais les institutions sources, on en a parlé également tout à l'heure avec les étudiants, à savoir le mariage et la filiation. Pourtant, il semblerait essentiel, pour traiter du divorce ou des régimes matrimoniaux, de savoir si le mariage en cause est valable ou non, et pour le savoir, de bénéficier de règles de conflit communes. Et même chose pour la filiation. Donc là aussi, politiquement, on l'a dit,
il était impossible de faire avancer le chantier en raison des divisions qui opposent les États sur la question du mariage entre personnes de même sexe ou sur les problèmes pour la filiation, notamment les problèmes liés à la gestation pour autrui. Donc là, on l'a dit, on a préféré laisser le champ libre au développement, sous l'impulsion de la Cour de justice, de la méthode de la reconnaissance. Donc, rien n'a été fait pour réduire l'immédiatement des lois applicables, et pourtant, quelques remèdes étaient et restent envisageables. Alors, les remèdes, je les évoquerai très rapidement, car je pense que ce sera la matière même de cette journée. On peut en fait les classer en deux types. Il y a les remèdes idéalistes et puis les remèdes pragmatiques. Alors, parmi les remèdes idéalistes, bon, ce ne sont que des regrets que nous pouvons formuler. C'est l'idée d'une refonte globale ou partielle des instruments, ou la poursuite du travail d'unification des règles de conflit, de loi, abordant notamment la question des institutions sources. Mais, encore une fois, en ces temps d'euroscepticisme, ce sont des remèdes qui ne peuvent être que des regrets. Sur les pistes pragmatiques, donc l'idée serait de jouer indirectement sur le droit applicable à travers un aménagement des règles de conflit de juridiction en matière de divorce et de responsabilité parentale. Alors, en matière de divorce, deux recommandations des experts indépendants au Parlement européen, publiées donc, en accompagnement de la proposition de règlement, me paraissent tout à fait intéressantes. Elles ont été évoquées tout à l'heure par les étudiants du master. La première tente à actualiser le règlement Bruxelles 2 bis pour le mettre en harmonie avec les instruments plus récents qui ont été élaborés au niveau européen, en permettant, en matière de divorce, le choix du juge ou de l'autorité. L'appellation est beaucoup plus large. Alors cette possibilité garantirait plus de prévisibilité, d'autant qu'il n'y a pas de remède, encore une fois prévu à l'arrivée vers le tribunal, et en combinant choix du juge et choix de loi, on pourrait mieux coordonner forum et ius sur les différentes questions liées au prononcé du divorce et au règlement de ses conséquences. Soit que le choix du juge ou de la loi soit également ouvert et coordonnable en la matière, soit que le choix du juge se fasse en contemplation de la loi applicable, quand il ne commande pas, comme en matière parentale, le juge compétent. Quand il n'est pas commandé, pardon, par le juge compétent. Donc le tout serait à coordonner, bien sûr, avec les règles sur la prolongation de compétences de l'article 12 du règlement, cette possibilité de choix étant bien sûr encadrée, comme elle est toujours, en réalité européenne. La seconde proposition, toujours sur le divorce, serait d'étendre en matière de dissolution du mariage la possibilité de renvoyer la compétence à un juge mieux placé, telle qu'elle est prévue en matière de responsabilité parentale à l'article 15 du règlement. Alors, ce renvoi interviendrait soit à la demande de l'une des parties, soit à l'initiative de l'autorité saisie, soit à la demande de l'autorité d'un autre État membre, et ce renvoi pourrait permettre, dans bien des cas, de lutter contre les abus liés à la ruée vers le tribunal et indirectement de limiter les risques d'éclatement du contentieux. Et puis en matière de responsabilité parentale, pour terminer, on pourrait aussi imaginer, je crois qu'on l'a évoqué tout à l'heure également, de s'ouvrir à l'autonomie de la volonté, ce qui est actuellement indirectement le cas finalement, à travers les prolongations de compétences prévues à l'article 12, mais là, on pourrait le faire donc à l'avance, dans une sorte de package avec des autres compétences, ce qui pourrait là aussi assurer l'unité du fort, et à travers elle, ou en complément, si le choix est possible, l'unité totale ou partielle de l'US, qui, une nouvelle fois, semblerait tout à fait opportun. Bon, voilà quelques pistes qui sont à discuter, mais je pense que ce sera l'objet même de ce colloque, que de les critiquer, ou au contraire, de les proposer vers une éventuelle révision de la révision. Merci beaucoup. Merci et bonjour à tous. Alors, moi je suis chargé de vous parler de la troisième question, du troisième aspect de toutes ces questions, et qui est celle de la reconnaissance et l'exécution des décisions, et notamment les solutions qui sont proposées dans le cadre de cette refonte du règlement Bruxelles 2 bis. Alors, je vais vous donner une approche, une vision un peu particulière, parce qui est celle en fait de négociateur, en quelque sorte, de ces instruments, ou des instruments de coopération en matière de coopération en matière familiale, ou matière civile et commerciale, et pour vous expliquer un peu les difficultés qui sont liées justement à cette question-là, parce que tout à l'heure on a dit
que le règlement Bruxelles II bis a préféré s'intéresser à des questions plus consensuelles, et en particulier celle de l'abolition d'exéquatur, ou de l'abolition de la déclaration de force exécutoire pour les décisions rendues en matière d'autorité parentale. Est-ce que c'est une question consensuelle ou est-ce que c'est quelque chose qui fait l'objet d'un consensus entre les États membres? La question se pose parce que il y a consensus effectivement, on dirait politiquement, pour oui, supprimons la déclaration de force exécutoire. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il y a véritablement consensus parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la même approche, les mêmes idées des conséquences qu'emporterait une abolition d'exéquatur. Et je dirais, la Commission européenne elle-même ne le sait pas, ou n'a pas vraiment d'idée, parce qu'on a parlé des dispersions des règles relatives au contentieux ou à la compétence directe, et on a également une dispersion s'agissant du régime de reconnaissance et d'exécution. Alors pas tant sur la reconnaissance, avec l'idée qu'il y a toujours ce principe de reconnaissance de plein droit, mais une dispersion relative à l'exécution, on peut en parler, aux déclarations de force exécutoire. Et ce qui frappe à première vue, ce qui m'a frappé à première vue quand j'ai vu la proposition de la Commission de refonte de Bruxelles II bis, c'est qu'on a pratiquement un décalque qui est fait en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des règles ou des principes qui ont été adoptés dans le cadre de la refonte de Bruxelles I. C'est-à-dire que dans le cadre de la refonte de Bruxelles I, effectivement, on a aboli la déclaration de force exécutoire et on a mis en place un régime spécifique d'exécution, ou du moins de procédures qui permettent à la fois de contester l'exécution, de contester la reconnaissance, ou du moins tout un régime qui prévoit les mécanismes qui se mettent a posteriori. Est-ce que cette solution était vraiment adaptée pour Bruxelles II bis? C'est la question qui peut se poser. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà dans le cadre de la refonte de Bruxelles I, ce qui était proposé à l'origine par la Commission, c'était d'avoir le même régime que ce qui était prévu dans le règlement obligation alimentaire. Je vous rappelle, dans la réforme de Bruxelles I, la proposition de la Commission à l'origine était d'adopter le même régime que celui qui était prévu dans l'obligation alimentaire, c'est-à-dire abolition d'exéquatur ou abolition de la déclaration de force exécutoire et uniquement droit à réexamen dans l'état d'origine en cas de notification de signification irrégulière du défendeur. C'était ce qui était prévu à l'origine dans la proposition de la Commission. Tous les États membres ont dit que ce n'est pas possible, il faut quand même maintenir un certain niveau de contrôle. Mais mettons-nous d'accord sur le fait qu'on abolit la déclaration de force exécutoire. Et donc on avait cette belle règle de principe dans Bruxelles I bis, Bruxelles I refonte, qui est une décision exécutoire dans un État membre et exécutoire dans les autres États membres. Le problème, c'est qu'on n'était pas tous d'accord sur ce que c'était qu'une décision exécutoire. On n'avait pas du tout la même conception de la décision exécutoire, du moins du titre exécutoire. Est-ce que ça impliquait signification des défendeurs ou pas, ou des débiteurs? La position française, ce n'était pas la position d'autres États. Et ça implique tout un débat ensuite sur le régime ou le contrôle qu'il pouvait y avoir a posteriori lorsqu'on demandait l'exécution de la décision. Et dans Bruxelles II bis, je dirais c'est un peu la même difficulté, mais pas tant au niveau du caractère exécutoire de la décision, mais cette fois-ci au regard de l'exécution qui est envisagée. Parce que si vous regardez la proposition de la Commission, d'accord, abolissons la déclaration de force exécutoire, et ensuite le règlement, la proposition de la Commission prévoit tout un régime spécifique à l'exécution, relative à la mise à exécution de la décision rendue en matière d'autorité parentale. Et quand vous lisez la proposition de la Commission, qu'est-ce que vous dites? On dit, vous avez un juge. Vous avez une autorité ou un juge qui est chargé de l'exécution. Et c'est le juge, cette autorité chargée de l'exécution, devant lequel ou laquelle seront présentés tous les motifs éventuellement de refus d'exécution. Mais si on suit cette logique-là, c'est la logique qui était celle, effectivement, adoptée dans le cadre de la refonte de Bruxelles I. Et si, effectivement, on sait bien ce que c'est qu'une exécution pour un jugement rendu en matière patrimoniale, est-ce qu'on peut raisonner de la même façon pour un jugement qui est rendu en matière d'autorité parentale? Et c'est ça qui est très curieux, c'est-à-dire qu'on a une sorte d'assimilation entre un bien et un enfant, en quelque sorte. Vous avez une sorte d'assimilation au sens où on a des mesures d'exécution qui sont prévues dans les États membres en ce qui concerne les biens, ou pour tout simplement l'exécution d'un jugement qui condamne le paiement d'une somme d'argent, parce que c'est rien d'autre. Là, nous pouvons très bien envisager de la même manière ou sur le même régime des mesures d'exécution en ce qui concerne l'autorité parentale. Ce qui est un peu compliqué, ce qui est un peu gênant,
surtout dans la mesure où vous avez des droits complètement disparates entre les États membres en ce qui concerne, à proprement parler, la mise à exécution des décisions rendues en matière d'autorité parentale. Donc on peut avoir le consensus sur l'abolition de la déclaration de force exécutoire, très bien, mais ensuite, quelles sont les conséquences? Quelles en sont les conséquences? Et là, dans tous les États membres, vous avez des conséquences extrêmement différentes. Et ce qui est intéressant, moi, à mon avis, dangereux dans la proposition de la Commission, c'est en fait, on cherche à harmoniser l'exécution et les procédures d'exécution, à proprement parler, de la mise à exécution des décisions rendues en matière d'autorité parentale. C'est-à-dire qu'on a ici, à mon avis, une atteinte au principe fondamental de l'autonomie procédurale des États membres, et que la Commission cherche en fait à unifier entre les États membres le régime d'exécution des décisions rendues en matière d'autorité parentale. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, parce que c'est la question qui a été posée, ou l'argument qui est invoqué. Alors, laissons de côté l'argument, la procédure de déclaration de force exécutoire, c'est lourd et compliqué. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux, la procédure de déclaration de force exécutoire, moi en France, c'était quelque chose de relativement facile à obtenir, et c'est pas ça qui complexifiait les procédures. Ça, je dirais, c'est les éléments de langage de la Commission, les mêmes qui avaient été invoqués pour rendre l'abolition des exéquatures dans le cadre de la réforme de Bruxelles. Non, l'idée derrière ça, c'est une harmonisation des droits matériels, si je puis dire, d'exécution entre les États membres en ce qui concerne la mise à exécution des décisions en matière d'autorité parentale. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, puisque, comme on l'a dit, en France, vous n'avez pas d'autorité d'exécution, de juge de l'exécution à proprement parler en matière d'autorité parentale ou en matière familiale. On a certes un juge de l'exécution, les juges matrimoniaux évidemment, mais on n'a pas une sorte de juge aux affaires familiales d'exécution en matière d'autorité parentale. Et qu'est-ce que ça peut dire en France, mise à exécution? Mise à exécution, c'est tout simplement que vous devez entamer une nouvelle procédure en France. En matière d'autorité parentale, ou quand vous avez non-représentation d'enfants, vous engagez une nouvelle procédure. Et une nouvelle procédure, et surtout une procédure qui s'inscrit davantage dans un champ pénal, dans le cadre d'une action pénale, plutôt que dans le cadre d'une action civile. Donc, vous avez ici des considérations extrêmement compliquées, parce que est-ce que cela signifierait que pour la France, pour les autres États membres, on soit obligé de mettre en place une autorité ou un juge spécialement chargé de l'exécution des décisions rendues en matière d'autorité parentale? Et ce qui imposerait à ce moment-là d'avoir le même juge ou la même autorité pour l'exécution des décisions purement françaises, ou purement domestiques. Et là, niveau budgétaire, poserait, à mon avis, quelques difficultés. Donc ça, c'était la première remarque. Et la deuxième remarque, mais qui montre aussi que la Commission elle-même ne sait pas trop comment procéder, c'est s'agissant des recours qui peuvent être effectués, ou à quel stade ou à quel moment peut-on s'opposer à la mise à exécution, ou à quel moment peut-on faire valoir les motifs de refus de reconnaissance ou d'exécution. Vous avez la solution, je dirais, classique, qui est celle de l'instrument général dans Bruxelles à refondre, c'est qui est de mettre tous ces motifs, tout le contrôle des motifs de refus de reconnaissance ou d'exécution a posteriori, désormais, dès lors que vous demandez la mise à exécution, avec la possibilité, effectivement, d'introduire des recours a priori, mais à titre préventif, une sorte d'action en opposabilité ou en inopposabilité. Dans Bruxelles 2 refonte, du moins dans la proposition, on est un peu à mi-chemin. C'est-à-dire qu'on est à mi-chemin entre l'instrument général comme celui, comme Bruxelles 1 par exemple, et des instruments plus sectoriels ou plus spéciaux comme obligation alimentaire. Pourquoi? Parce que vous avez à la fois un contrôle qui pourrait s'effectuer après la mise à exécution, au moment de la mise à exécution, donc qui est celui du contrôle des motifs de refus de reconnaissance ou d'exécution, mais vous avez également, à l'instar de ce qui est plus ou moins prévu dans l'obligation alimentaire, un contrôle en amont, et qui se ferait cette fois-ci au moment de la délivrance du certificat d'origine. Il y a quelque chose d'assez intéressant dans l'article 53 de la proposition de la Commission, c'est que le juge, parce que c'est un juge, c'est le juge qui a rendu la décision et qui doit rendre un certificat qui atteste du caractère exécutoire de la décision dans l'état d'origine, le certificat qui permettra la circulation de la décision. Et ce juge doit également s'assurer que la personne défaillante a accepté la décision de manière non équivoque. C'est assez curieux, c'est-à-dire que, bon, d'accord, je sais que, en fait, c'est le juge qui a rendu la décision. Donc c'est le juge qui a rendu la décision qui va délivrer un certificat
et en délivrant le certificat, qui contrôlera si la décision qu'il a rendue en prenant défaillance du défendeur, constatera que cette personne défaillante a quand même accepté la décision de manière non équivoque. C'est quand même assez curieux et assez particulier, on ne sait pas trop comment on va pouvoir s'y prendre. Et surtout, ça inclut nécessairement de bien s'intéresser à l'autorité, à savoir quelle est l'autorité qui va nous délivrer le certificat. Là, dans la proposition de la Commission, à l'article 53, c'est le juge qui a rendu la décision. Donc ça ne pourra plus être l'autorité que nous, France, nous avons déclarée pour les besoins déjà de Bruxelles 2 bis, à savoir le président du tribunal de grande instance. Là, c'est plus le cas. Ça ne pourra plus être le président du tribunal de grande instance, ça devrait être le juge qui a rendu la décision. Voilà. Et que se passe-t-il effectivement en plus si vous n'avez pas effectivement de juge ou de décision rendue? Donc, et si on en passe par autorité plutôt que juge, est-ce que l'autorité, autre qu'un juge ou qu'une juridiction, aura vraiment la compétence et le pouvoir d'examiner si la personne défaillante a accepté la décision de manière non équivoque? Donc c'est assez curieux comme régime, c'est-à-dire que vous avez un contrôle en amont, comme ensuite vous aurez un contrôle en aval au moment de la mise à exécution de la décision. Et encore une fois, dans ce cas-là, mais qui va exécuter, devant qui va s'effectuer le contrôle en aval? Qui va exercer le contrôle sur de l'absence de motif de refus de reconnaissance ou d'exécution? Donc d'après la Commission, c'est un juge chargé de l'exécution. Le problème, c'est qu'en France, on n'en a pas de juge chargé de l'exécution des décisions rendues en matière d'autorité parentale. Donc à quel stade, à quel moment, c'est extrêmement compliqué, mais tout ça, en fait, vous montre qu'on négocie, on travaille un petit peu, je dirais, à tâtonnement ou au doigt mouillé, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on émet des propositions, puis ensuite on voit si ça marche. On voit si ça marche, on voit si les États membres sont d'accord, on voit de quelle manière les États membres peuvent s'accorder entre eux ou s'entendre entre eux pour avoir quelque chose qui puisse fonctionner. On a vu ça dans Bruxelles 1 refonte. Je ne sais pas si on verra la même chose dans la refonte de Bruxelles 2 bis. Parce que, encore une fois, là, encore, quand il s'agit de mettre à exécution des décisions en matière patrimoniale, il n'y a pas trop de difficultés. En matière familiale, c'est quand même une autre chose. Donc, ce autant de questions qui montrent que les discussions sont loin d'être achevées et qui montrent qu'on a encore extrêmement de disparités entre les États membres sur ces sujets-là. Mais je crois que, pour une fois, on ne peut pas se plaindre, on ne va pas se plaindre de l'absence d'uniformité entre les États membres et de dire que est-ce qu'on ne peut pas, pour un moment, essayer d'éviter d'avoir une uniformisation à tout prix? L'uniformisation à tout prix, parce que ça c'est quelque chose qui finalement, je dirais, est contre-productif. Donc sur ces questions de reconnaissance et d'exécution, voilà à peu près ce que je voulais dire. C'est, excusez, mon propos est un petit peu décousu, mais en fait c'est toutes les questions qui se sont posées, qui continueront de se poser dans le cadre de cette négociation, et on ne sait pas encore vraiment quels seront les résultats, ou du moins les décisions qui en résulteront. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous les trois pour ces présentations qui ont eu le mérite d'être très, très claires et de présenter les enjeux de façon globale, et le double mérite très agréable pour qui préside cette table ronde d'être en avance sur l'horaire, donc ça c'est suffisamment rare pour pouvoir être souligné, et ce qui permet du coup de laisser un peu plus de temps pour le débat. Alors peut-être pour lancer le débat, j'aurais deux questions très, très rapides, et puis ensuite la salle pourra aussi réagir. Deux questions deux remarques qui me viennent de vos présentations générales. D'abord, je suis frappé sur les questions de compétences dont vous avez parlé tous les deux, sur les difficultés d'articulation, d'éparpillement. Je suis frappé de voir que très fréquemment, la difficulté vient en fait spécifiquement du fort du divorce. Bien spécifiquement du fait que, ce qui aujourd'hui me semble faire l'objet d'un assez large consensus, le divorce et la compétence en matière de divorce est prévue de façon manifestement trop large dans le règlement en divorce, et que cette largesse se retrouve dans les autres règlements. Vous avez cité l'article 5.2 du nouveau règlement sur les régimes matrimoniaux. C'est très frappant de voir qu'il y a ici une méfiance, non pas tellement sur la compétence du juge du divorce, non pas tellement sur l'unité de compétence du juge du divorce et du régime matrimonial, mais uniquement dans l'hypothèse où la compétence du juge du divorce est jugée comme faible dans des cas où elle est effectivement assez faible.
puisque c'est quand même sans doute parmi les règles les plus contestées que de permettre au juge du demandeur d'être saisi lorsque celui-ci est là depuis 1 an, ou au juge du défendeur lorsque c'est le juge de sa nationalité depuis 6 mois. Ça fait partie de ces règles dont quand même il y a un relatif consensus pour trouver qu'elles sont un peu faibles. Et du coup, la solution ne viendrait-elle pas plutôt d'une réflexion, disons, sur le fort qui reste quand même le fort central, qui est le fort du divorce. Ma deuxième remarque, c'est sur ce parallèle entre le régime des biens et celui des enfants, qui est évidemment un peu frappant, mais enfin, au-delà de l'aspect symbolique, qui est peut-être à ne pas négliger, il ne faut pas oublier qu'un des grandes avancées en matière de responsabilité parentale, qui est la Convention de la Haye de 1980, a précisément constitué à prendre un régime qui était a priori un régime qui était relatif aux biens et à le transposer aux enfants par cette procédure extrêmement rapide et qui était extraordinairement novatrice lorsqu'elle a été inventée, et la traduire ou la transposer dans le contentieux de l'enlèvement d'enfants. Donc, après tout, évidemment, une fois qu'on a un peu laissé de côté l'aspect le plus symbolique, je crois que l'idée même de transposer quelque chose qui marche à quelque chose qu'il convient d'améliorer n'est pas nécessairement la plus mauvaise. Alors, évidemment, à ceci près qu'il faut établir que cela améliore effectivement les choses, ce qui n'est peut-être pas le cas en l'espèce. Alors voilà ce que je voulais vous dire très rapidement. Est-ce que vous voulez réagir, ou sinon la salle peut-être aura d'autres questions plus précises? Sur le fait de revoir les règles de compétence sur le divorce, qui était donc votre premier point, de dire est-ce qu'il ne faut pas finalement peut-être être un petit peu plus restrictif sur les règles du divorce pour permettre qu'il y ait moins cet éparpillement finalement. Je suis assez d'accord avec vous. Je pense que les options de compétences qui sont offertes aujourd'hui par Bruxelles de BIS sont sans doute trop nombreuses par rapport aux besoins que nous avons dans les dossiers, et sont souvent utilisés effectivement comme alibi pour faire une course à la compétence. Après, pour moi, le chef de compétence qui est le plus problématique aujourd'hui, en pratique, dans Bruxelles de BIS, c'est pas tant la résidence habituelle depuis 6 mois ou 1 an, parce qu'en fait, en pratique, ça laisse quand même souvent le temps à l'autre époux de réagir et de saisir avant. Donc très souvent, lorsqu'il y a une séparation, si l'un des époux va vivre dans un pays, typiquement l'Angleterre, qui est jugé plus intéressant sur le plan de la compétence, très souvent l'autre époux va réagir avant l'expiration du délai de 6 mois ou de 1 an. Donc c'est pas le plus problématique, je dirais. Non, le problème de fond, c'est évidemment cette compétence fondée sur la double nationalité des époux, qui est aujourd'hui effectivement plus problématique à mon avis. Oui, je partage cette opinion. En fait, c'est à la fois trop large et trop restreint. Trop large avec toutes ces compétences tout à fait critiquables et qui ne se justifient plus, en fait, parce qu'à l'origine, elles étaient justifiées en grande partie par le fait qu'il fallait faciliter le divorce, on en avait peur quand il sentait le jeu, etc. Donc, vu l'évolution du divorce en Europe, c'est une justification qui a quand même assez largement disparu. Donc aujourd'hui, c'est effectivement uniquement une occasion de fraude. Enfin, de fraude. De manœuvre, d'opportunité, d'habileté de l'avocat. Exactement, surtout pas de fraude, d'habileté de l'avocat. Ou alors de justification au nom d'arguments liés à la souveraineté des États avec ce lien qu'on fait. Ça n'a plus tellement de sens, et puis trop restreint, parce qu'effectivement, on pourrait essayer de tempérer tout cela par l'ouverture aux volontés individuelles, ce qui n'est pas non plus refusé. On est vraiment dans une situation qui me semble peu satisfaisante et vraiment regrettable qu'on ne tente pas d'aller plus loin. Oui, mais au-delà de l'aspect volontairement provocateur, effectivement, de la comparaison entre une personne, un enfant mineur et un bien, pas de difficulté effectivement sur l'idée qu'il faille améliorer le processus effectivement de mise à exécution des décisions en matière d'autorité parentale, mais est-ce qu'on peut vraiment avoir ce parallélisme? Moi, c'est vraiment sur les mesures d'exécution forcée, parce c'est de ça dont on parle d'exécution forcée. Et quelles sont les mesures d'exécution forcée qu'on peut envisager en matière d'autorité parentale, en ce qui concerne un enfant? Donc, on a des systèmes qui existent en France. Il y a un système qui existe en France, qui est ce qui est, et qui, à mon avis, fonctionne plutôt bien. Est-ce à améliorer? Sans doute, mais un système qui fonctionne plutôt bien. Le problème, c'est qu'on peut chercher à l'améliorer, mais la façon
façon dont la Commission envisage et propose de l'améliorer est un petit peu surprenante. Parce que dans la proposition de la Commission, en fait, vous avez... j'ai l'impression que c'est carrément un copier-coller là aussi, mais de ce qui existe en droit allemand. Alors, sous réserve des spécialistes ou des personnes qui connaissent davantage le droit allemand, mais j'ai l'impression que c'est carrément un copier-coller du droit allemand, et où là, il est un peu possible effectivement de raisonner de la même manière qu'en matière d'exécution des jugements en matière patrimoniale, parce que vous avez un juge de l'exécution et vous demandez à un juge de vous ordonner l'exécution. En gros, c'est ça. Et ce qui est proposé, c'est ce qui est proposé dans la commission, dans la proposition de la commission. Vous créez un juge de l'exécution en matière de décision sur l'autorité parentale, et vous demandez à ce juge de mettre la décision à exécution. Donc en fait, on crée, plutôt que de simplifier, on crée une procédure supplémentaire, une procédure préalable à l'exécution. C'est ça qui est assez surprenant, c'est-à-dire on supprime la déclaration de force exécutoire, mais d'un autre côté, on réintroduit en quelque sorte une procédure relative à la demande de mise en exécution dans l'état requis, en quelque sorte, alors même que vous n'avez pas de procédure équivalente qui pourrait exister dans le droit de l'état requis. Donc c'est ça qui me semble un petit peu curieux. Et encore une fois, on est bien sûr favorable à l'idée de favoriser l'exécution de ces décisions, mais est-ce que la méthode, l'approche retenue est la bonne? Je n'en suis pas certain. Alors je crois, avant de vous passer la parole, je crois que j'ai une petite réaction peut-être un peu plus nuancée. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Nicolas, quand vous dites qu'en France, les mesures d'exécution forcée en matière d'autorité parentale fonctionnent bien. Pour moi, le bilan est totalement inverse, elle ne fonctionne absolument pas. Je pense que dans tous les dossiers qu'on a, vraiment sans exception, quand on a un parent qui refuse que les enfants voient l'autre parent, on a une difficulté, mais colossale à faire changer la situation, parce qu'en fait, vous avez deux options. Soit vous faites une procédure pénale pour non-présentation, mais qui va durer 1 an, le temps que vous ayez une audience entre la consignation, etc., que, entre-temps, l'autre parent, pour se justifier, aura fait une plainte contre le parent qui veut voir ses enfants, en général fondés sur des motifs totalement fallacieux, mais qui vont nécessiter une enquête, etc. Donc au final, la procédure pénale elle-même va prendre au minimum 1 an pour aboutir pas nécessairement à un résultat autre que symbolique. Et sinon, l'autre option que vous avez, c'est de ressaisir le JAF pour demander le transfert de la résidence en vous fondant sur le fait que l'autre parent refuse. Et le problème, c'est que les JAF, en général, surtout sur des enfants en bas âge, qui ont été toujours habitués à être avec la mère et qui ne connaissent pas très bien l'autre parent, parce que justement, n'ayant pas vu le père depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, puisque la mère faisait obstacle au droit du père, sont quand même très réticents à ordonner le transfert de la résidence chez le père, même lorsque l'attitude de la mère, encore une fois, n'est pas ouverte sur les droits du père. Donc moi, je trouve qu'en pratique, c'est une difficulté qu'on n'arrive pas du tout à gérer, ce problème d'exécution forcée en matière d'autorité parentale. Et pour ma part, je serais extrêmement favorable à la création d'une juridiction ou d'une autorité qui serait dédiée à cette difficulté. Voilà. Alors après, je suis d'accord avec vous qu'en termes budgétaires, c'est peut-être compliqué, mais en tout cas, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'exécution forcée en matière parentale se fait sans difficulté en France. Ça, c'est vraiment faux. Enfin, c'est en tout cas moi mon bilan en tant que praticien, et je pense que beaucoup d'autres avocats feront ce bilan-là. Merci beaucoup. Alors finalement, peut-être que là encore, c'est le modèle allemand qu'il faut suivre, c'est pas la première fois. Est-ce que c'est le moment maintenant d'ouvrir la discussion? Peut-être y a-t-il un micro qui circule dans la salle, ou la salle est suffisamment petite, je crois, pour que tout le monde puisse bien s'entendre. Ah, pour l'enregistrement, je crois qu'il faut un micro. Alors, il y a encore un. Est-ce que quelqu'un souhaiterait réagir? Non, pardon, j'ai cru que j'avais regardé. Pardon, ça dit quoi? J'appelle les marques. Moi, je voulais revenir sur un point qui a été évoqué par Hugues sur la question. C'est une question qui peut paraître une solution, qui peut paraître une bonne solution théoriquement, mais qui serait une solution désastreuse en pratique. C'est l'introduction du forum convenience en matière de divorce. Pourquoi ce serait une solution désastreuse en pratique? Parce que en matière de divorce, en fait, on a souvent un déséquilibre financier énorme entre les deux époux. Donc, celui des deux époux qui serait le plus riche aurait intérêt à soulever un forum convenience et à traîner une procédure pendant des années devant un juge qui va contester, donc il va contester la compétence en disant qu'un autre juge est mieux placé
Il n'y aura pas d'autre solution que s'en remettre à la loi du privilège, en fait, quelque part. Alors que l'avantage de la course à la juridiction aujourd'hui, c'est qu'elle garantit une sorte d'égalité entre les deux, d'une certaine façon. Mais le forum convenience, ça serait bien fou, parce que moi je pense que ça serait vraiment une catastrophe. Pour les avocats, ça serait très très bien. Ravi de faire. Alors là, on n'a pas de problème. La Cour de cassation serait ravie dans les décisions, etc. Ça serait une source de contentieux supplémentaire magnifique. Mais je crains que, d'un point de vue totalement pragmatique, purement pragmatique, pour les parties, ça serait vraiment très très dur à assumer. Et aujourd'hui, vu comment fonctionne ce qui est en matière de responsabilité parentale, il faut des années pour que ça puisse se figer. Je pense qu'en matière de violence, ça serait beaucoup plus contentieux, beaucoup plus dur. Ça, c'est mon point de vue. Je crois qu'il Marie-Laure Niboyet. Je me permets d'intervenir dans le prolongement de l'intervention d'Alexandre parce que, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce premier commentaire sur la proposition des temps d'extension de l'article 15 à la matière matrimoniale. Mais dans la mesure où j'ai réfléchi un petit peu pour la journée d'aujourd'hui sur l'application pratique de l'article 15 en matière de responsabilité parentale, je voudrais, non pas anticiper sur mon intervention tout à l'heure, mais vous faire part d'une réflexion sur l'arrêt du 27 octobre 2016 de la Cour de justice et les critères qu'elle a posés pour faire jouer le renvoi de compétences. C'est extrêmement intéressant, parce qu'on voit bien qu'en matière de responsabilité parentale, ça peut fonctionner parce qu'on a un critère, celui de la résidence de l'enfant, résidence habituelle de l'enfant, qui est considéré comme découlant d'une présomption de proximité. C'est le juge qui est présumé le plus proche. Et la Cour de justice, dans son arrêt du 27 octobre, a montré que pour faire jouer l'article 15, il fallait faire tomber cette présomption. Il fallait démontrer qu'il y a un autre juge plus proche. Il fallait démontrer que le renvoi à cet autre juge apportait une véritable plus-value et que cette plus-value ne pouvait être que d'ordre de proximité juridictionnelle et surtout pas liée à des considérations de fond. Et alors, si on peut appliquer ça à la matière matrimoniale, on est extrêmement gêné puisqu'on sait que par principe à l'article 3, on a posé un large éventail de chefs de compétences et qu'on considère qu'ils sont tous sur le pied d'égalité. Tous ces juges sont considérés, présumés, être présenter un lien de proximité étroit, en tout cas équivalent. Donc je pense que ça va donner lieu à des difficultés énormes pour à chaque fois renverser une présomption qui peut jouer en faveur d'autant de juges différents. Et puis dernier point, la Cour de justice dans ce même arrêt a indiqué qu'au final, il fallait vérifier que le transfert était conforme à l'intérêt de l'enfant. On n'a pas ce critère en matière matrimoniale, parce que par hypothèse, les époux sont en conflit, donc on va dire que le renvoi est conforme à l'intérêt des époux, à l'intérêt de la famille, etc. Donc, franchement, je crois que c'est un mécanisme qui, moi, m'avait beaucoup séduite il y a quelques années, et lorsque l'on voit les difficultés de mise en œuvre, on pense que c'est assez prudent de ne pas les tendre. Oui, je serais plus nuancé. Je pense qu'à condition de l'encadrer, c'est sûr que l'introduire de façon sans encadrement entraînerait toutes les difficultés que vous évoquez. Mais on pourrait essayer d'imaginer de l'encadrer et notamment de l'orienter vers une unification des compétences. Parce que c'est l'objectif en fait qui pourrait être utilisé, qui pourrait être l'objectif final, grâce à cette souplesse nouvelle, permettre l'unification au moins partielle des compétences. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, de même qu'on l'a subordonné à l'intérêt supérieur de l'enfant en matière de responsabilité parentale, l'orienter vers cette idée pour le faire jouer? Mais je comprends bien qu'on risque d'avoir un nid contentieux, surtout en matière de divorce, et sans doute plus encore qu'en matière de responsabilité parentale. Juste pour répondre, on n'arrive pas à se mettre d'accord pour réduire. Micro. C'est bon. On n'arrive pas à se mettre d'accord pour réduire les chefs de compétences de l'article 3. Donc je ne vois pas comment on arrivera à se mettre d'accord sur cet encadrement au stade du renvoi de compétences dans le même but de la réduction des chefs de compétences. Donc on voit bien que le problème, de toute façon, c'est cette immobilité sur les chefs de compétences en matière de divorce. C'est problématique. Et
faudrait vraiment essayer de faire évoluer la situation, quand je répète qu'elle ne correspond plus à l'état actuel des choses. Elle a été pensée à une autre époque, dans un autre contexte. Je voudrais vous poser une question sur l'avenir à moyen terme face au blocage politique qu'on a aujourd'hui en matière matrimoniale et l'impossibilité de mettre de la cohérence et d'articuler tous ces textes parce qu'il y a des blocages politiques qui ont des lieu par cette règle de l'unanimité. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour sortir à l'avenir dans une Europe où on restera certainement confronté à moyen ou à long terme à ces difficultés, et si on ne remet pas en cause la règle de l'unanimité, est-ce que pour mettre de la cohérence et de mieux consolider l'acquis, est-ce qu'on peut passer par une coopération renforcée qui rajoute de la complexité parce qu'on exclurait certains et on avance avec d'autres, mais pour ces autres on fait mieux que ce qu'on avait avant? Est-ce que qu'est-ce qui paraît envisageable à moyen terme? J'avoue que je n'en ai absolument aucune idée. Pour la simple et bonne raison, encore une fois, ce sont des sujets qui politiquement sont extrêmement sensibles. Ce sont des sujets qui sont extrêmement sensibles. Regardez les débats qu'on a eu là. L'histoire des partenariats enregistrés, sur le mariage, sur le problème de filiation ou gestation pour autrui, ces choses-là, c'est des sujets explosifs. Des sujets explosifs. Alors, soit vous envisagez de passer à la règle de la majorité qualifiée par l'adoption des décisions en matière familiale, mais vous trouvez que déjà les séances de négociation vont être brutales. Vous voyez que dans ce cas, ça va être vraiment brutal. J'ai vu ça, alors c'était quand même plus tranquille, on va dire, au moins politiquement sensible, bruxellois, la réforme de Bruxelles. La négociation était quand même dure, était quand même très dure. Là, quand vous avez des sujets qui sont aussi sensibles, humainement sensibles, politiquement sensibles, donc, passer à la majorité qualifiée, alors c'est sûr que ça simplifierait, et en gros, on arriverait à adopter des solutions et à imposer des solutions à des États qui n'en veulent pas, cette majorité qualifiée. Est-ce que ce serait vraiment pertinent après? Alors c'est sûr qu'on aurait un régime uniforme, et on aurait un texte, des dispositions qui s'appliquent, et on aurait un beau régime homogène. Est-ce que c'est vraiment ça qui est pertinent? J'en sais rien. Vraiment, j'en sais rien. Dans l'absolu, effectivement, cette idée de construction de l'Union européenne, oui, mais est-ce que dans ces sujets-là, compte tenu des divergences qu'on a quand même entre les États membres, on peut, à moyen terme, envisager ça? Alors, à très long terme, peut-être. Mais à moyen terme, ça me semble quand même difficile. Et puis, ça constitue je dirais chaque État membre est donc un droit de veto, en quelque sorte, sur l'adoption des textes, mais c'est pas si mal, finalement, dans ces matières-là, parce qu'on est vraiment dans la logique, moi, à mon avis, de ce qu'on appelle les petits pas. On avance tout petit pas, très petit pas, mais on avance petit à petit. L'essentiel, c'est d'avancer. On ne peut pas avancer mode bulldozer, comme voudrait la Commission, comme elle l'a fait dans le Bruxelles 1, ou comme elle voudrait le faire ici. Non, on avance à petits pas. Ça prend du temps, effectivement. C'est pas satisfaisant, mais il y a quand même un mouvement. Sinon, effectivement, il y a la solution de la coopération renforcée, mais je ne sais pas si c'en est une solution, parce que finalement, ça revient encore plus à morceler davantage et avoir l'Union européenne à la carte, ou au moins des dispositions applicables différentes selon les États membres concernés, donc ce qui fait que vous avez à jongler avec tous les textes applicables. Mais moi, à moyen terme, je n'ai pas la solution. Je ne sais pas. Lucas Rasnas. Moi j'avais une petite question qui rebondit sur ce dernier point et qui s'adresse peut-être aussi aux trois intervenants que je remercie tous pour vous exposer, qui résument très bien la situation. Est-ce que vous pensez que la difficulté principale aujourd'hui, au regard du règlement de Bruxelles 2 bis, elle vient davantage des règles européennes elles-mêmes ou de leur mise en œuvre au niveau national, ce qui renvoie évidemment aussi à la question de l'exécution. Et donc finalement, la solution, est-ce qu'elle réside davantage dans une reformulation des règles européennes ou dans une meilleure mise en œuvre de ces règles européennes au niveau national,
Ce qui implique ensuite un effet d'acculturation dans lequel c'est aussi le droit européen qui va s'adapter aux droits nationaux. C'est la logique de l'autonomie procédurale pour que les droits nationaux puissent mieux mettre en œuvre ces règles-là. Parce que finalement, on a un corpus de règles qui pourrait bien fonctionner. Et s'il fonctionne mal, est-ce que c'est pas plutôt au niveau national qu'il faudrait? Je ne sais pas si j'ai pas beaucoup de volonté de répondre à votre question qui n'est pas très facile. Ah si. En fait, si je comprends votre question, c'est de dire est-ce que plutôt que d'améliorer les choses au niveau européen, est-ce qu'il ne faut pas aussi regarder si au niveau national, il y aurait des choses à faire? C'est ça en fait le sens de votre question. Voilà, et de faire les deux simultanément, c'est-à-dire au niveau européen, comment on peut mieux aider peut-être le niveau national, et au niveau national, comment on peut mieux contribuer. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'au niveau national, les choses ne sont pas simples. Et qu'il n'y a pas nécessairement, surtout, vous savez que Alexandre Boichet, moi-même et d'autres personnes avons fait un recours devant la Commission européenne sur la réforme du divorce. Il est évident qu'en l'état actuel des textes en droit interne, on est très loin de l'Union européenne. Très très loin. On flotte par rapport aux textes européens. Et ce que Nicolas m'a confirmé, et je ne sais pas si c'est confidentiel. Non, mais enfin, ce que je comprends, c'est que le flottement existant aujourd'hui au niveau de la réforme du divorce et des textes européens, il est volontaire en quelque sorte, dans le sens où le législateur français n'a pas vraiment, pour des raisons politiques, voulu prendre en compte les difficultés que cette réforme allait poser par rapport à nos textes européens. Et les difficultés sont, comme vous le savez, je vous invite à lire notre cours, sont effectivement très nombreuses, que ce soit au niveau de la compétence, de la loi applicable, de l'intérêt de l'enfant et encore, je dirais peut-être le plus grave, de la circulation des décisions, puisque quand même grâce à cette réforme, on a pris le règlement obligation alimentaire et on a dit on le met à la poubelle, on tire la chasse d'eau. Donc on a vraiment, alors là, sur la circulation et encore une fois vraiment en matière d'obligation alimentaire, il y a une volonté avérée, explicite, de dire on ne regarde pas les textes européens. Donc c'est certain que de se mettre tous autour de cette table ronde pour dire comment améliorer les textes européens, si derrière, en droit interne, notre législateur décide de ne pas les prendre en compte et de les mettre à la poubelle, ça n'a aucun intérêt. Parce que à quoi ça sert qu'on passe du temps tous ensemble à réfléchir sur comment améliorer les textes européens si derrière on n'a pas l'intention de les prendre en compte au niveau de nos réformes en droit interne. Donc je vous rejoins à 100% et autant vous dire que nous, à ce niveau-là, notre agacement, pour rester poli, est très fort et il est certain qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi en droit interne pour améliorer la prise en compte. Après, ça va aussi sur d'autres sujets. Même quand on est en matière contentieuse, c'est évident qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je sais qu'Alexandre y œuvre beaucoup, mais il y a encore beaucoup de choses à faire en matière de formation des magistrats. Quand on plaide des dossiers en dehors de Paris, on a souvent des grands moments de solitude. Donc ça, c'est sûr, et on voit dans les décisions, on a tous des dizaines d'exemples de décisions où on sait que noir sur blanc, ce n'est pas le sens du texte européen. Moi, on a un cas très simple, l'exception de litispendance. Pour l'instant, il y a quand même beaucoup de magistrats qui ne font pas de sursis à statuer, ça les embête et puis ils radient l'affaire, alors que le règlement européen vous impose de faire un sursis à statuer. Et qu'une radiation peut être vue par un autre juge européen comme finalement la fin de la procédure. Donc ensuite, comment vous allez faire si vous devez refaire vivre la procédure parce que le juge saisi en premier c'est finalement considéré comme étant incompétent. Donc indépendamment de la réforme du divorce, c'est évident qu'en droit interne, il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer la bonne prise en compte des règles européennes. Oui, alors, sans parler du divorce par consentement mutuel, mais juste sur cette question. C'est vrai que ça va de pair. Vous avez une amélioration, une meilleure lisibilité des règles européennes et vous pouvez envisager une meilleure mise en œuvre par les États membres des règles européennes. Mais encore une fois, alors, je ne partagerai pas l'avis
sur le fait qu'en matière d'exécution et décision d'autorité parentale, ça fonctionne très mal. Moi, je ne suis pas certain, ou encore faut-il m'apporter la démonstration que ce que propose la Commission, c'est la panacée. Donc ça, c'est autre chose. Mais je dirais, si on veut s'assurer que les autorités nationales puissent appliquer correctement, mettre en œuvre correctement les dispositions européennes, encore faut-il que les dispositions européennes soient intelligibles. Et là, vous êtes dans la difficulté même de la négociation. La négociation, c'est forcément un compromis. C'est forcément un compromis. Et un compromis à 28, maintenant 27, mais c'est forcément un compromis. Et dans les compromis, vous avez forcément des satisfactions et des non-satisfactions. Et on essaye de satisfaire un petit peu tout le monde. C'est ça. Et donc, vous avez des textes... Vous avez des textes... Mais un exemple tout bête. Qui concerne à la fois les couples où cherche la Commission sur Bruxelles 1 refonte, mais c'est autre chose, mais les Bruxelles 8, c'est sur la notion de reconnaissance. Et donc la reconnaissance est de plein droit, personne ne conteste ça, ça a toujours été le principe, très bien. Maintenant, on a la possibilité de faire une action, je dirais, préventive. Préventive, c'est-à-dire une action en opposabilité classique, ou ce qu'on appellerait chez nous une action en exéquatur aux fins de reconnaissance. Mais pour la Commission, c'est politiquement impossible de dire ça. Politiquement, c'est impossible. Et donc, le justiciable se retrouve à pouvoir exercer une action aux fins de faire constater l'absence de motif de refus de reconnaissance. Voilà. Est-ce que ça parle au justiciable, ça? Vous regardez le règlement européen et vous vous dites « Ah, mais c'est super, vous pouvez faire une action en constatation d'absence de motif de refus de reconnaissance. » On me dit ben, « Faisons une action en reconnaissance. » Ah non, la reconnaissance c'est plein droit, c'est pas politiquement, on ne peut pas dire ça. Voilà. Et ensuite, ça, premier exemple, autre exemple. Parce que ça, c'est des aspects pratiques que vous ne voyez peut-être pas, c'est sur la délivrance des certificats. Sur la conscience des certificats. Comme vous avez des certificats d'import-export, on a des certificats d'emploi et décision qui sont censés améliorer la circulation de ces décisions. Je reprends toujours, c'est l'exemple de règlement que je connais mieux, Bruxelles 1, Bruxelles 1, mais version 44-2001, le certificat d'origine, c'est une demi-page. Vous regardez le certificat d'origine version 1215-2012, c'est 4 ou 5 pages. Avec des items à remplir, on ne sait pas comment. On ne sait pas comment, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes conceptions. On a des problèmes déjà pour savoir ce que c'est qu'une déclaration, une obligation exécutoire ou une déclaration exécutoire. Et pour Bruxelles 2 bis, c'est la même chose en fonction des autorités que vous allez désigner pour délivrer vos certificats. Nous, on est constamment saisis par les autorités qui sont désignées pour remplir les certificats. Mais comment on fait? Comment on fait? Comment est-ce que je peux remplir ce certificat? Comment est-ce que je veux remplir ce certificat? Et là, si vous regardez les propositions qui sont faites dans l'annexe de la proposition de la Commission sur Bruxelles 2 bis, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer pour remplir vos certificats. Et un autre exemple encore tout bête. On s'éloigne de Bruxelles 2 bis, mais c'est vraiment sur cette idée de mise en œuvre de la réglementation européenne. Titre exécutoire européen. Titre exécutoire européen. Si vous regardez le certificat pour faire un TE, le temps personne ne sait comment remplir ce truc-là. Et c'est ce qu'on nous a expliqué à la Commission. L'abolition de l'exéquature, c'est très bien, mais moi je connaissais des praticiens qui, plutôt que de passer par le TE, préféraient passer par la déclaration de force exécutoire simplifiée Bruxelles 1. Ça allait plus vite. Ça allait plus vite que d'obtenir un certificat TE. C'est titre exécutoire européen. C'est pour vous montrer la complexité. Et des fois, les États membres sont de bonne volonté, ça je vous assure. Les États membres sont de bonne volonté dans la mise en œuvre des dispositions du droit européen, mais dans certains cas, on ne peut pas faire autrement compte tenu de la complexité de la rédaction des textes. Et encore une fois, des textes qui sont obtenus par compromis. Alors, on a effectivement une approche universitaire ou théorique qui peut dire c'est très bien si le texte dit ça, oui, et donc vous pouvez venez en négociation avec ces approches universitaires. Venez en négociation, venez négocier avec la Commission et les autres États membres sur ces points-là. Et vous verrez à quel point tous vos présupposés universitaires se cassent la figure, si je puis dire, parce que vous êtes face à des considérations pratiques, vous êtes face à des considérations politiques, vous êtes face à des deals politiques également. Je te donne quelque chose sur un directive truc, donc moi j'obtiens quelque chose sur le règlement 2008, voilà. Et ça, c'est l'aspect politique et l'aspect négociation qu'il ne faut pas oublier. Donc, c'est les difficultés concrètes ou pratiques que nous rencontrons. On est de bonne volonté et avec les moyens du bord, on fait ce qu'on peut.
avec les moyens du bord, on fait ce qu'on peut. Alors effectivement, c'est peut-être pas satisfaisant, mais ça n'est pas, c'est pas complètement insatisfaisant non plus. Merci beaucoup. Vous n'avez pas donné beaucoup d'exemples de nature à satisfaire. C'était plutôt pessimiste comme présentation. On a beaucoup parlé comme ça de l'empire des formulaires à propos de l'Union européenne. Effectivement, ça n'a pas l'air de nature à s'améliorer. Mais ce qui est de nature à s'améliorer, en revanche, c'est... Pardon, une dernière question, peut-être? Toute dernière question, c'est l'heure de la pause. Les obligations présidentielles m'obligent à... Je vais très rapidement, pour ne pas abuser du temps, une petite note pessimiste. Ce qui me frappe, c'est l'absence de réflexion en amont sur toutes ces questions. Et au fond, on a une politique un petit peu du fait d'accompli qui fait que petit à petit, nous observons des difficultés au fur et à mesure. Et c'est tout de même très regrettable s'agissant de personnes humaines. Une note plus positive, c'est que vous avez évoqué, Delphine Eskenazi, elle a évoqué tout à l'heure l'idée d'une juridiction spécialisée, en disant que c'était difficile de faire fonctionner dans certaines juridictions ces règlements. Est-ce que ça ne serait pas quelque chose qu'il faudrait envisager de manière précise, c'est-à-dire d'avoir quelques centres dans Paris ou quelques juridictions spécialisées, véritablement compétentes pour l'application des règlements, ce qui peut-être serait une manière d'attirer les plaideurs et les parties vers les juridictions françaises et d'accroître l'attractivité du droit français dont on parle tellement, ou en tout cas de l'ordre juridique français. Ce serait peut-être quelque chose à mettre en œuvre, de même qu'on met en œuvre à l'heure actuelle certains tribunaux spécialisés qui ont des procédures en anglais. Ce serait peut-être quelque chose à envisager. Voilà. Une remarque, mais peut-être que vous pouvez répondre à cette question, Nicolas. Je vais répondre, je ne sais pas si je peux, mais oui, alors, mais l'attractivité du droit français, c'est quelque chose que nous on met en avant. Je ne sais pas si on peut, sur la question de matière familiale, je ne sais pas si c'est vraiment le thème le plus approprié pour en parler. Oui, la création de juridictions spécialisées, pourquoi pas, mais franchement, ça me paraît difficile. Ça me paraît difficile dans le cadre de Bruxelles II bis, si on reste vraiment sur l'hypothèse de Bruxelles II bis. Ensuite, sur l'attractivité du droit français de manière générale, oui, ça c'est quelque chose qui est envisagé. C'est quelque chose qui est envisagé, d'avoir créé des juridictions spécialisées, de permettre d'envisager la possibilité de plaider en anglais. Bon, ça, c'est des choses qui peuvent être envisageables, effectivement. Mais est-ce que ça justifierait, ou est-ce que ça permettrait forcément une meilleure mise en œuvre pour le justiciable lambda? Parce que c'est ça la question. Si on parle quand même du citoyen, du justiciable lambda, là, quand on parle d'attractivité du droit français, on vise les entreprises, même pas les PME, on vise les grosses boîtes. Donc, est-ce que on vise les marchés financiers, on vise les contrats d'affaires? Maintenant que la City est dans la boucle, c'est Francfort et Paris qui se partagent la fête. Mais pour le justiciable lambda, non, moi, à mon avis, ça passe par la formation. Ça passe par la formation, par la pédagogie, par la formation des magistrats, par la formation des autres praticiens également, parce qu'il n'y a pas que les magistrats, à mon avis, à blâmer sur la mauvaise application du droit de l'Union européenne, la méconnaissance des principes du droit international privé. Ça passe par la formation, en permanence, par la pédagogie. Bien, la pédagogie, c'est précisément ce que nous faisons aujourd'hui. Et donc, nous remplissons parfaitement ce contrat. Alors, je crois que c'est l'heure de la pause. Je me tourne vers les organisateurs. Nous avons maintenant un quart d'heure de pause. Merci encore à ces trois présentations.